32 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Le Creuset, la dynamique continue, réitère son soutien au duo candidat Wadain Talata. C'est à travers une déclaration de presse que les membres de ce Creuset l'ont fait savoir. Vous aurez les précisions dans ce journal. La communauté internationale a choisi la date du 7 mars pour inviter le monde à se lever contre l'endométriose. Souffre-douleur pour plusieurs femmes, cette maladie se caractérise par la délocalisation du tissu de l'endomètre hors de l'utérus. Suivez dans ce journal quelques facteurs de risque de cette maladie. Et puis, un hommage particulier rendu aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions. Cette initiative de Interpol est appréciée et suivie par la direction de la police républicaine. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Déclaration de presse dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2026. Les responsables du Creuset, la dynamique continue, étaient face à la presse cette semaine. Ils ont réitéré leur soutien au duo candidat Wadain Talata et remercié le chef de l'État Patrice Talon pour ce choix éclairé qui met en avant la jeunesse béninoise. Comme en 2021, ils seront sur le terrain, disent-ils, pour une victoire historique. Je vous invite à suivre un extrait du contenu de leur déclaration. Aujourd'hui, nous annonçons notre entière participation à la continuité qui porte le visage de la compétence, de la stabilité et de la jeunesse. L'héritier est prêt. Oui, Romuald Wadaï est prêt. Dans notre culture, le nom Wadaï rappelle une vérité universelle. Seul celui qui s'est préparé, celui qui s'est investi avec rigueur et abnégation, est légitime pour récolter les fruits du succès. Romuald Wadaï n'est pas un spectateur de notre essor. Pendant des années, il a vécu au plus près du président chaque défi, chaque crise et chaque grand enjeu de la République. Là où d'autres théorisent, Romuald agit. Il existe une différence fondamentale entre celui qui a vu le lion à la télévision et celui qui l'a affronté en face. Romuald Wadaï a regardé le lion des crises économiques droit dans les yeux. Il l'a combattu, il l'a dompté. Comme en 2021, la dynamique continue, LDC, jouera son rôle avec détermination. Nous ne nous contenterons pas de souhaiter une hausse du taux de participation. Nous déploierons une stratégie rigoureuse pour la concrétiser. Nous allons œuvrer, d'une part, à rendre visible le duo Wadaï Talata et d'autre part, à mobiliser massivement le corps électoral. Nous serons sur le terrain avec une vision claire, un ménage, un ambassadeur. Cette vision, nous la partageons d'ores et déjà avec tous ceux qui œuvrent pour que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 soit un immense succès populaire. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi-Bakari, a reçu dans la matinée de ce vendredi les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur désigné de l'Autriche près le Bénin, Jürgen Reissel. Le ministre et le nouvel ambassadeur ont donc eu un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs. Au cours des échanges, divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et Vienne ont été abordés, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture. Je vous invite à suivre le nouvel ambassadeur à sa sortie d'audience. Je pense que c'est un bon début. Ça a toujours été un bonheur de venir ici, surtout en tant que premier ambassadeur, première prise de contact. Nous avons toujours eu de bonnes relations, mais je pense qu'il y a toujours de quoi approfondir les relations. Il y a toujours plus d'espace à creuser. Nous sommes en train de mettre au point une nouvelle stratégie concernant nos relations avec l'Afrique. Et donc, j'ai pris l'opportunité de cette rencontre avec M. le ministre pour aller approfondir certains domaines concernant l'éducation, le tourisme et autre chose, tout autre domaine que nous pourrions trouver intéressant. Or economic exchange at the same time. There's always room to deepen them and to further develop them. Douleur dans le bas-ventre ou dans le bas du dos pendant le cycle menstruel, saignements anormaux, à savoir
des règles abondantes ou prolongées. Ce sont les manifestations de l'endométriose, une pathologie gynécologique contre laquelle le monde se lève chaque 7 mars. D'une malformation génitale à un régime alimentaire déséquilibré, plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte sans occulter l'alcool, le tabac, le stress et la sédentarisation. À l'occasion d'une activité qui portait sur le sujet, Dr Justin Denapo, gynécologue obstétricien, est revenu sur d'autres facteurs de risque et les traitements disponibles. Suivez plutôt. Celles qui font la maladie ont une défaillance de leur système immunitaire, ce qui ne veut pas dire infection au VIH. Je n'ai jamais dit que les personnes qui sont immunodéprimées par le VIH sont plus susceptibles de faire la maladie ou non. Donc c'est des immunités, l'immunité au niveau de la personne qui est un peu en baisse et qui va expliquer qu'elle va faire la maladie et l'autre dans les mêmes conditions de reflux du sang des règles ne fera pas la maladie. Et puis vous avez également des facteurs comme les cycles menstruels courts. Ce que nous appelons les cycles menstruels courts, c'est une femme qui a des règles de moins de 21 jours ou bien qui a deux fois les règles dans le même mois. Il y a les premières règles qui sont précoces, donc avant 10 ans. Les femmes qui n'ont jamais été enceintes, ce qu'on appelle nulligeste. Il y a des familles dans lesquelles on fait l'endométriose de mère en fille et entre sœurs. Et également le régime alimentaire et le mode de vie. Lorsque vous avez un régime alimentaire déséquilibré, avec une consommation excessive de viande rouge, vous êtes susceptible de faire la maladie plus que la personne qui ne consomme pas trop de viande rouge. L'endométriose, il faut le savoir, est difficile à traiter. Quand on dit le traitement, ce qui guérit la maladie, bon, les gens sont un peu choqués, mais c'est la réalité. Si vous voulez guérir définitivement de la maladie, il faut supprimer les 2 ovaires à la femme. Mais comme c'est des femmes jeunes qui n'ont pas encore fait d'enfants, c'est difficile de prendre une telle décision. Sinon, on va recourir à certains moyens disponibles, les médicaments, le soutien psychologique, la chirurgie. Je dis la chirurgie, elle est plurielle. Vous avez compris que la chirurgie, quand je parle de chirurgie, c'est la chirurgie, moi je fais la chirurgie gynécologique. Quand ça touche les intestins, c'est mon collègue de la chirurgie viscérale qui va s'en occuper. Quand ça touche les reins, c'est le collègue urologue qui va faire la chirurgie. Et puis, il y a certains traitements également, sans oublier la fécondation in vitro dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Et puis, il y a ce qu'on appelle la médecine alternative et la place de la médecine traditionnelle sur laquelle je n'ai pas de compétences. On parle d'autre chose dans cette édition. À l'échangeur de Godoma, de nouveaux repères lumineux redessinent. Désormais, la circulation, cataphautes et balises de guidage réapparaissent le long de la piste cyclable et des voies attenantes avec l'objectif de renforcer la sécurité et de réduire les risques d'accidents. Ces dispositifs routiers stratégiques à la nuit tombée marquent un tournant dans l'aménagement de cet axe qui relie 2 grandes villes du sud Bénin. Une équipe de la rédaction est allée constater et voici le reportage. Discret le jour, éclatant la nuit, les cataphautes font leur retour aux abords des pistes de l'échangeur de Godomé. Ces dispositifs réfléchissants colorient les trajectoires des usagers. Du côté de la chaussée, la présence des balises de guidage est manifeste. Et pour les usagers, l'impact est immédiat. Depuis un certain temps, ils sont venus placer ça, cesser un peu les accidents de la route. Sinon, auparavant, la nuit, les gens déviaient puis tombaient dans les caniveaux de l'autre côté. Et c'était pas là avant. Donc maintenant, quand il y a ça, s'ils allument leur lumière sur ça, là, ça monte en même temps que c'est interdit de passer au bord du goudron là. Mais loin de faire office de simple décoration, les balises de guidage et les cataphautes sont des équipements routiers dont l'usage et le fonctionnement sont réglementés. Joint au téléphone, Christian Pouedanou, moniteur d'auto-école, nous apporte des éclaircissements. Ce que nous voyons là, ce sont les balises de guidage. Ce ne sont pas des panneaux. C'est vrai qu'elles sont au même titre que les panneaux et que les marquages au sol.
Elles sont souvent de couleur verte et en tant qu'usager, lorsque vous voyez de loin ces balises, c'est qu'elles vous apportent des informations complémentaires que vous êtes obligé, vous avez l'obligation de prendre en compte pour pouvoir être en sécurité sur la chaussée. Bon, les petits trucs rouges que vous voyez sur certaines portions de la route, on les appelle les feux sur portique, appelé aussi un cataphote ou un catadioptre. Un cataphote, c'est comme un dispositif réfléchissant. Quand l'usager circule sur la voie et il allume ses feux de route, ces feux s'allument sur ces cataphotes qui réfléchissent sur l'usager, qui lui montre qu'il y a un danger à côté. À l'échangeur de Godomé, ces dispositifs deviennent donc des acteurs majeurs de la sécurité routière. Le défi est désormais de les préserver contre l'incivisme de certains usagers de la route. Un tour dans certains quartiers sous-zones du 12e et 13e arrondissement, des 12e et 13e arrondissements bien sûr de Cotonou. Ce sont des milieux anciennement réputés pour la dégradation des voies d'accès, les inondations et surtout le défaut d'électricité en plein cœur de la ville capitale économique du Bénin. Adiaha, Missité, Sinoutin et Aïbatin nous intéressent pour le changement remarquable constaté aujourd'hui du fait du raccordement au réseau électrique et des aménagements des voiries de certaines de ces dernières années. Le reportage est signé Vianney Deguenon et Teddy Godalo. Dans la ville de Cotonou, plusieurs quartiers connaissent une transformation notable. À Adjara, Aïbatin, Sinoutin et Missité, l'électrification devient désormais une réalité pour de nombreux riverains. Sur le terrain, le constat est clair. Des poteaux électriques installés, des lignes mises en service, des voies désormais pavées, facilitant la circulation, le cadre de vie des populations amélioré. Vraiment, c'est net, on a l'impression d'être en plein jour. On a même l'impression d'être dans les endroits les plus lumineux de Cotonou. Cette rue était inaccessible. Il y a environ 7 ans, la rue n'était faite que de boue et d'eau de ruissellement, même en saison sèche. Nous sommes aujourd'hui heureux de la voir pavée et électrifiée. L'évocation du nom Sinoutin suscitait un grand dégoût chez les gens. Les personnes en quête de chambres locatives avaient horreur des propositions par ici. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les habitants rencontrés saluent ces avancées. Riverains, commerçants et conducteurs de taxi-moto sont satisfaits de ces travaux attendus depuis plusieurs années. L'accès à l'électricité favorise le développement des activités commerciales. Nous en sommes vraiment heureux. C'est comme si nous n'en étions même pas dignes. Nous remercions quand même les dignitaires du pays d'avoir pensé à la population pour mettre en place cet éclairage public. Ça permet d'avoir une bonne vue. Je n'arrivais pas à faire mon étalage. Il n'y avait que de la boue et des nids de poules par ici. Difficile donc pour les clients de venir à nous. Merci au président Talon pour ces infrastructures qui ont changé le visage de Sinoutin, totalement méconnaissable aujourd'hui. Ces travaux d'électrification et de pavage font nourrir aux populations l'espoir de voir ces actions de développement se poursuivre dans d'autres milieux non encore impactés par l'action publique. Reportage présenté bien sûr par Ouliat Sanoussi à la découverte à présent du Centre des jeunes de Pomassé, l'une des rares infrastructures sociales qui mobilise encore les jeunes autour des activités saines dans la commune. Malgré le poids de l'âge qui se lie sur le bâtiment principal, les jeunes se sont trouvés une nouvelle occupation, sensibiliser leurs pairs sur les questions de santé sexuelle et reproductive. C'est grâce à un projet mis en place par un partenaire pour aider les jeunes et les adolescents de la commune. Ulrich Gaba nous fait découvrir cet univers qui se cache dans l'enceinte du Centre des jeunes de Pomassé. À Pomassé, les murs parlent, mais ils racontent une histoire de fatigue.
C'est ici, entre ces murs, en quête de réflexion, que bat toujours le cœur de la jeunesse de la commune. Le bâtiment, vous allez le constater au centre des jeunes, c'est vieux. La peinture, même la toiture, ça se dégrade. On reçoit les étudiants, les élèves, on reçoit les apprentis, ils sont beaucoup. Mais on n'a pas le matériel, il y a un manque de personnel, il y a aussi le manque du matériel pour pouvoir faire les choses. On fait avec ce qu'on a. Mais dans ce décor qui attend son second souffle, tel une oasis au milieu du désert, un nouveau centre érigé par un partenaire stratégique redessine l'horizon. Ils avaient des centres à l'intérieur de centres de santé pour les jeunes, pour permettre aux jeunes de bénéficier des services liés à la santé sexuelle et à l'information sanitaire. Donc ça ne prenait pas au centre de santé, donc ils ont pensé l'implanter dans les centres de jeunes. C'est comme ça qu'ils ont choisi le centre des jeunes de Kouamassé. Au début, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de jeunes ici qui, en pleine année scolaire, tombent enceintes, d'autres abandonnent. D'autres ont des comportements que les parents ne tolèrent pas. D'autres commencent l'apprentissage mais ne finissent pas. Donc le projet est venu maintenant réduire cela, est venu maintenant mettre les jeunes sur la bonne voie. La véritable force de ce centre est focalisée sur l'humain. Dans une approche de père éducateur, les jeunes se conseillent entre eux sur les sujets souvent tabous de la santé sexuelle et reproductive. Et quand les jeunes ne peuvent pas venir au centre, c'est le centre qui va vers eux. Nous avons aussi un service d'écoute qui se fait avec le CUPS, le chef CUPS de la commune, où on reçoit les adolescents et jeunes, on discute avec eux, on leur pose des questions, on essaye de les aider, on essaye de les comprendre. Les parents même témoignent du bienfait parce que depuis que le centre est installé, on sent que le taux de grossesse a diminué parce qu'on va aussi en communauté, vu que le centre est ici et commencer c'est 9 arrondissements, soit 16 villages. Et quand les jeunes viennent, il n'y a pas le nécessaire. Ces jeunes-là se sentent délaissés. Donc c'est le moment aux filles de commencer de penser à accompagner le centre des jeunes. Si la maison des jeunes de Kouamassé attend toujours son coup de neuf architectural, elle a déjà retrouvé son éclat humain. Grâce au centre Magix et à l'engagement des bénévoles, la commune prouve que donner un contenu sain à la vie des jeunes est le meilleur investissement pour l'avenir. Dans la suite de cette édition, les membres de la commission départementale des frontières de l'Atakora se sont retrouvés mardi à Natitengou pour la tenue de la première session ordinaire de l'année. Au cours de leurs assises rehaussées par la présence de l'autorité préfectorale et du directeur général de la BGF, les acteurs concernés ont porté des réflexions en vue d'une gestion concertée des espaces frontaliers de l'Atakora. Alassane Harouna. Cette première session ordinaire de la commission départementale des frontières de l'Atakora mobilise autour du directeur général de la BGF les acteurs institutionnels, les autorités locales, ainsi que les représentants des communautés riveraines. L'enjeu étant de créer une véritable synergie d'action entre ces différents acteurs en vue d'une gestion concertée des frontières dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis sécuritaires. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt un caractère particulier. Elle sera couplée à la présentation des projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre dans le département de l'Atakora en vue de favoriser une meilleure synergie d'action entre les différents intervenants. Cette démarche traduit notre volonté commune d'éviter les duplications, de renforcer la complémentarité des initiatives et d'optimiser l'impact des interventions au profit des communautés frontalières. Au cours de ces assises, il s'agira d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues des précédentes sessions, d'identifier les défis présentés dans les zones frontalières et prendre connaissance des différents projets soutenus par l'Union européenne. Il s'agit aujourd'hui d'une première session pour l'Atakora à laquelle nous participons, qui vise à s'introduire les uns aux autres, à introduire les projets qui sont maintenant en cours et aussi pour nous d'écouter vos retours, pour bâtir au fur et à mesure un mécanisme de coordination ensemble et le plus efficient possible. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de cette session. L'espoir que nous portons aujourd'hui est celui d'un avenir plus serein pour nos populations vulnérables. Ensemble, faisons de nos communes des territoires de vie, d'opportunités et de cohésion entre les populations. Dans une démarche participative et inclusive, les maires des communes frontalières présents à cette session n'ont pas manqué de relever certaines zones d'ombre dans la gestion de leurs espaces frontaliers. À toutes ces préoccupations des maires, des clarifications ont été apportées par le directeur général de la BGF.
Vendredi soir à Cotonou, un éclat inhabituel enveloppe le siège de la Direction générale de la police républicaine. Un bâtiment est illuminé en bleu pour rendre hommage à tous les policiers morts en service. C'est une initiative mondiale de Interpol et pour la police républicaine, cet hommage est d'autant plus sacré et nécessaire puisqu'il rappelle le sacrifice suprême consenti par ces hommes et femmes qui sont allés jusqu'au bout de leur serment de sécurité des personnes et des biens. Ulrich Kaba. Habituellement sobre et institutionnel, ce bâtiment de la Direction générale de la police républicaine baigne l'instant d'une soirée dans une lumière bleue. Sous cette aura azur, un message clair et percutant défile. Tombés en service, honorés pour toujours. Oui, la communauté internationale a choisi la journée du 7 mars pour honorer la mémoire des policiers morts en service. Alors pour ne pas rester en marge, la police républicaine a décidé d'illuminer en partie les locaux de la DGPR pour honorer aussi ses collègues décédés au champ d'honneur, plus particulièrement ceux que nous perdons ou que nous avons perdus dans la lutte contre le terrorisme. Ce bâtiment, illuminé en bleu, est donc le symbole d'une nation qui se recueille. La police républicaine s'unit à la voix d'Interpol pour la campagne mondiale des policiers morts en exercice. La couleur bleue, c'est la couleur qui a été choisie par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Et cette couleur a reçu l'adhésion de toute la communauté internationale. Ce bâtiment de la police républicaine illuminé en bleu rappelle que derrière chaque badge, chaque matricule, il y avait un homme, une femme, une famille, un devoir de mémoire et de communion. Chers parents, vous qui avez perdu un fils, une fille, un cousin, un neveu, un parent, un père, un oncle, sachez que vous les avez perdus alors qu'ils protégeaient ce pays. Au-delà des murs illuminés, cette campagne brise la vitre du silence. En montrant le visage humain du maintien de l'ordre, l'institution rend hommage à ceux qui sont allés au bout de leur serment, tombés au front pour la sécurité de tous. On parle éducation. Le ministre conseille aux enseignements secondaires, techniques et professionnels Espedi Wessou à la rencontre des apprenants et des parents d'élèves pour promouvoir les filières scientifiques et présenter un ambitieux projet éducatif pour la localité Awedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Espedi Wessou, accompagné d'une délégation composée du maire Nathanaël Côté et de plusieurs responsables administratifs et d'élus locaux, a échangé avec les élèves du CEG La Verdure. Au cœur des discussions, la présentation du futur lycée scientifique et de l'école normale supérieure en construction dans la zone. Une matinée à la fois pédagogique et tournée vers l'avenir. Voici les images. Matinée de terrain pour Espedi Wessou à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Première étape de cette tournée du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le collège d'enseignement général La Verdure. Face aux apprenants, il fait la promotion des filières scientifiques présentées comme des leviers essentiels pour répondre aux défis de développement. Je voudrais dire aux élèves de commencer par s'inscrire dans les séries C et D. Commencez par vous intéresser aux mathématiques, au PCT et à la biologie. Après ce cadre de formation, le périple s'est poursuivi ici dans les locaux de l'arrondissement où le ministre a échangé avec la communauté. Au menu des discussions, la construction d'un lycée scientifique et d'une école normale supérieure sur un domaine de 12 hectares. Je voudrais, monsieur le ministre, que vous puissiez transmettre très respectueusement, avec toute l'humilité, les remerciements des hommes et des femmes d'Abomey-Calavi à son Excellence le Président Patrice Talon. Mais nous autres, quelle est notre partition? Notre partition, c'est d'aller voter massivement le 12 avril pour dire à Patrice Talon que nous reconnaissons ce qu'il nous a fait. Le périple de la délégation s'achève sur le site de construction de l'infrastructure pédagogique. Ici, le constat est fait sur l'état d'avancement des travaux. Le projet se compose de 4 pôles, un pôle administratif et un pôle d'enseignement.
et autres pôles d'hébergement pour accueillir des élèves dans le campus. Et aussi un quatrième pôle, c'est le pôle sportif. Avant, 6 mois avant les élections, c'est comme si tout s'arrête. Nous sommes à 1 mois des élections présidentielles et le gouvernement travaille comme si de rien n'était. Donc on n'a pas baissé de régime, il n'y aura pas de rupture de charge. Prévue pour être livrée à la rentrée 2027, cette nouvelle infrastructure éducative viendra renforcer l'offre de formation scientifique et pédagogique. Au total, 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures sont en construction dans plusieurs localités du Bénin. Le goût du vin de Palme, c'est le titre du film projeté ce jeudi à l'Institut supérieur de management et de l'audiovisuel ISMA de Cotonou dans le cadre du projet de renforcement de capacité des jeunes étudiants en matière d'exposition baptisé Labo Bénin. Signature du cinéaste camerounais Jean-Pierre Betoko, le long métrage met en scène sur fond de conflit générationnel, quête de liberté et de choc culturel, 2 personnages principaux au destin opposé. Ariane, la femme la plus fortunée de France, et Aristide, son conducteur de véhicule. Ce rendez-vous cinématographique organisé sous la coupole de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC a été ponctué d'une discussion entre réalisateurs et universitaires. Hugues Vinclé, Jocelyn Mariga pour plus de précisions. Après l'avoir méprisé pendant une décennie entière, Ariane, première fortune féminine de France, découvre son chauffeur africain Aristide, fidèlement demeuré à son service en dépit de ses 2 doctorats. Ce moment presque irréel se produit alors que la sexagénaire tente de fuir sa fille, dont l'unique rêve est de toucher son héritage. À bord de sa Bentley et abreuvé des récits de Aristide, Ariane flâne sur les axes routiers de Paris et se livre au plaisir mondain. Une évasion au bout de laquelle elle se sent libérée. Donc j'ai voulu faire un film sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. On le sait. Mais il fallait prendre le cas d'une dame. Toutes les télévisions du monde, tous les journaux l'ont entendu se plaindre. La femme la plus riche du monde, on sait qu'elle est morte malheureuse. Et j'ai voulu prendre cette histoire vraie et y introduire une histoire qui n'est pas vraie. La projection est suivie d'échanges à bâton rompu entre le réalisateur et les futurs cinéastes de l'ISMA autour des conditions de tournage, des motivations de Jean-Pierre et des thèmes développés. Ce programme est rendu possible par le projet Labo Bénin, financé par l'Institut français et l'ADAC. Suivre le film de M. Jean-Pierre Bekolo quand même permet de mieux réfléchir en fait par rapport à l'argent, à la thématique qu'il a abordée. Et en tant que curatrice également, essayer de voir comment on peut passer un message qui va quand même toucher pas mal de personnes. Labo Bénin, c'est ce projet porté par la Grande Place, un privé qui donc entend accompagner les jeunes dans la production d'expositions, régie des œuvres, commissariat d'exposition, scénographie. Donc c'est de la formation en renforcement de capacité. Sorti le 21 septembre 2025 au Cameroun, le goût du vin de Palme s'exporte bientôt en France. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très beau week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.